Bon, alors cet après-midi, ce qu'on va voir, c'est le contrat de courtage. Comme j'explique, en général, c'est bien évident qu'on ne passe pas le contrat de courtage point par point. Non, j'ai perdu mon petit guide. Non? On passe pas. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est pas de passer le contrat de courtage point par point. Parce que le contrat de courtage, vous l'avez vu à l'école, et Dieu sait que vous l'avez vu. Vous l'avez retourné sur tous les côtés, sur toutes les barres. Et puis, comme je disais ce matin, le point le plus important, c'est de le pratiquer maintenant pour qu'il vous colle à la peau, que vous sachiez. Et habituez-vous aussi à l'apprendre avec les numéros de clause, que vous associez les clauses toujours au texte. Alors, ça devient comme une deuxième nature. Puis vous commencez en plus, alors vous partez avec les nouveaux formulaires. Quel bonheur pour vous autres. Carole va devoir, elle, tout transférer ça dans son disque dur. Moi aussi, on va devoir tout réapprendre. Et bien, pas réapprendre parce qu'il ne change pas tant de choses que ça, mais ça reste que le fait que ce soit quelque chose avec lequel on travaille depuis tellement longtemps, bien, les associations sont faites, puis là, bien, les numéros sont changés, alors il faut changer les numéros. Alors, tout ça pour vous dire que non, on ne touche pas au contrat de courtage comme tel. Ce qu'on touche, c'est ce qui se passe autour du contrat de courtage. Comment ça se passe? Alors, on va commencer doucement. On va commencer avec des consignes de base. L'importance d'un porte-document. Alors, vous avez commencé à constater combien on a du papier en immobilier. On doit sûrement être les rois du papier. On doit sûrement faire vivre beaucoup de papetière et faire couper beaucoup d'arbres. Ça achève d'ailleurs parce qu'on va avoir la gette bientôt. On avait un petit peu entendu parler dans les meetings. Ça va beaucoup aider à couper une bonne partie du papier, mais on va encore écrire pour un bon bout de temps, je pense bien, des contrats de courtage papier et si on va les imprimer. Peut-être qu'éventuellement, on les prendra directement dans notre laptop, on les enverra directement au bureau, puis que le papier soit complètement inexistant, mais on n'est pas encore rendu là. Alors, l'importance du porte-document, c'est que, étant donné qu'on a beaucoup de papier, ce que je vous recommande, c'est d'avoir une valise qui est juste pour vos contrats de courtage, juste pour la rencontre avec le client. C'est-à-dire que la valise n'est pas trop épaisse. Et à l'intérieur de cette valise-là, vous avez votre dossier qui est tout prêt pour travailler avec le client, votre cahier de présentation dont on a discuté tantôt, votre calculatrice, des crayons, et j'ai oublié quelque chose, ça me semble, j'en ai mieux. Un contrat de courtage. Votre cahier c'est ça, votre fiche, qu'on va parler tantôt, votre dossier, votre cahier de présentation. Si ça me revient, j'ai dû l'ajouter. Alors, l'ACM, mais l'ACM est dans ton dossier. Alors, c'est ça l'idée. Et c'est toujours propre et impeccable. Parce que quand on manipule nos dossiers de promesse d'achat, rentre, puis que tu as des contrats de courtage, tu as un dossier de contrat de courtage à travers tout ça, si tu l'as déjà pris, c'est pas trop grave. Mais si tu as ça dans la même valise pour aller rencontrer des clients, il faut que ce soit impeccable quand vous rencontrez votre client. Alors, vous gardez cette valise-là à part dans votre valise d'auto. Vous êtes toujours prêt. Il y a toujours toute la documentation qu'on va voir aujourd'hui dans votre porte-document. Alors, comme ça évite beaucoup de stress inutile. La durée du contrat, 6 mois. Est-ce que vous dites de ça? Ben moi, j'aime beaucoup 12. OK. Pourquoi? Ben, ça dépend t'es où. Tu sais, moi, je suis Saint-Agathe. Donc, du Lantier, Saint-Lucie, Val-des-Lacs, faut être réaliste, là. Je ne signerai pas en bas de 6 mois, c'est sûr. Je ne signerai pas. C'est quoi ton argument au client pour ne pas signer en bas de 6 mois? Mais ce qu'il y a à vendre, ce qui s'est vendu, ce qui ne s'est pas vendu, il y en a combien à vendre. Moi, je prépare tout le temps ça le matin quand je vais rencontrer quelqu'un. À tous les matins, je me fais des fiches. Puis, des vendus aussi. On n'est pas obligé de sortir les vendus, vendus en 17 jours. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Mais du 485 jours avant que ça se vende, là, si on s'en va du côté de Lantier ou de Val-des-Lacs, là, il y en a plein. Donc, ça l'évite. De toute façon, je ne rends jamais mes... ils peuvent annuler leur contrat n'importe quand. Je ne les rends pas révocables. Fait que, irrévocables. Donne la garantie de satisfaction, oui, sinon ils peuvent annuler. Que Mathieu nous a gentiment partagé ici. Je l'ai écrit sur tous mes dossiers. Super. Fait que ça, c'est...
Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une opinion là-dessus? Ben, moi, je me disais, 6 mois, c'est bon pour moi, j'ai l'impression, mais ça dépend pas peut-être un peu de la saison où on est, comme actuellement, ça va ralentir, les gens ont déménagé. Donc, si je signe un contrat de courtage maintenant, ben, peut-être que ça pourrait prendre plus de temps pour la vendre. C'est l'idée que j'avais. Effectivement, ça rentre en ligne de compte. Si tu prends un contrat maintenant, on est pratiquement rendu au mois de juin, l'activité commence à descendre. Alors oui, effectivement, qu'un contrat de 2 mois pourrait être un sérieux problème. Alors, ça peut être un argument pour 6 mois. Un argument aussi pour un contrat de courtage plus long, c'est écoutez, moi, je commence à payer à partir du moment où je mets les pieds en dehors d'ici. Alors, c'est clair que c'est normal que je veuille, et c'est dans mon modèle d'affaires que je veuille un contrat de courtage d'1 an, et soyez assurés, puis la garantie de satisfaction, sinon le contrat est annulé, est expiré, plutôt est résilié. Ça aussi, c'est bon, parce que les gens, ils se sentent en confiance, puis ils se disent, bon, ben c'est sûr qu'elle va travailler, on peut annuler le contrat tout le temps. Alors, ça, c'est une bonne façon de faire. Mais effectivement, qu'il ne faut pas prendre ça en bas de 6 mois, parce qu'on travaille pour rien, puis c'est pas intéressant. Les inclus, les exclus, on va voir ça dans la diapositive suivante. Le taux de rétribution plus une référence. Le taux de rétribution, ben, c'est la commission que vous mentionnez à 7.1. Prenez l'habitude de dire plus une référence. Parce qu'il faut toujours avoir dans la tête qu'on veut plus de business. Alors, le client va vous regarder et va dire, c'est quoi ça, une référence? Bien, c'est sûr que vous allez être tellement satisfait de moi que vous allez me référer à quelqu'un, c'est pas une obligation, mais je vous le mentionne pour pas que vous l'oubliez. Ça donne une opportunité de plus pour dire au client, après, ça va me prendre quelqu'un, il faut que vous me référiez quelqu'un qui veut vendre ou qui veut acheter une propriété. La clause de la publicité. Alors, à 10.12, simplement un aparté, là, je ne sais pas si vous l'avez appris à l'école, on doit toujours mentionner la publicité selon les règles de l'art. Vous avez appris ça? Oui? À main levée, est-ce que vous l'avez tous appris? Moi, je l'ai appris, mais je ne l'ai pas écrit dans mon dossier que je parlais là, de 2h à 6h15. Je peux dire que ce client-là, il m'appelle quasiment tous les jours, pas tous les 2 jours, parce qu'il n'est pas dans le journal, parce que... En tout cas, c'est ça. Alors, pourquoi vous pensez qu'on met ça selon les règles de l'art? justement pour ça, pour qu'ils comprennent que c'est pas à toutes les fois qu'il va être dans le journal. C'est nous autres, on est les professionnels, puis ils doivent avoir confiance en nous autres. Puis si c'est pas le temps, puis si c'est pas bon, on ne paiera pas pour ça pour rien. Il ne faut pas brûler sa maison non plus, pas que les gens se disent « Ah, mon Dieu, elle est encore là, cette maison-là n'a pas été vendue. » Tu sais, je pense que ça nous donne un jeu d'explication. Ça permet de vous protéger dans un sens, OK? Parce que le client, lui, il peut être en droit d'interpréter qu'il va être dans le journal local à toutes les semaines. Et on sait très bien que financièrement, ça fait pratique, c'est impossible. Alors, c'est bien de l'écrire et d'expliquer au client que la publicité se fait par rotation. Que c'est vous qui contrôlez ça, que c'est contrôlé par votre connaissance puis votre expérience et que ça fonctionne très bien. Tu n'élabores pas plus d'avantages, ça ne met pas de questionnement inutile dans la tête du client. Toi, tu connais ton travail, tu fais bien ta publicité. Et si jamais, un peu dans le cas comme tu nous racontes, que le client devenait vraiment hystérique là-dessus, bien, selon les règles de l'art 2 points, ça vient aider dans un litige à dire, regarde, c'est les us et coutumes de l'immobilier, c'est ça que je respecte. Distribution des copies du contrat de courtage. Alors, on sait que l'original va au bureau et à l'agence immobilière et la copie au client. Alors, il n'y en a pas pour nous autres. Dans les nouveaux, je me souviens plus, je n'ai pas fait attention s'il y avait 3 copies. Je n'ai pas réalisé. Alors, peut-être qu'il y en a mis une pour nous. Sinon, vous faites une photocopie. Alors, une photocopie pour le dossier, retournez les originaux et ces documents dans une enveloppe clairement identifiée pour la récupérer au moment du notariat. Alors, quand vous partez avec tous les documents du client, premièrement, souvent, ça a été fastidieux parce qu'il manquait un papier à droite, il manquait un papier à gauche. Vous avez récupéré ça presque une journée à la fois, pas tout le même soir. Alors, vous prenez une enveloppe, une grande enveloppe facilement identifiable. On a des collants qui se font faire là, pour les courtiers immobiliers pour identifier les enveloppes. Là, ça, c'est pas mauvais, on peut en mettre partout après. Mais vous identifiez bien votre enveloppe, puis quand vous la remettez à votre client, vous lui faites prendre conscience
que ça a été long et fastidieux de ramasser tous les documents, qu'à partir du moment où on va avoir une promesse d'achat, il va falloir qu'ils vous la remettent. Vous ne la gardez jamais, parce que c'est des documents, premièrement, qui leur appartiennent. Ce sont en général des originaux. Alors, vous remettez tout ça au client, puis vous dites, mais touchez pas. Soyez gentils, là. Si vous avez besoin de quelque chose, remettez-le dans l'enveloppe de manière à ce que quand on aura une promesse d'achat, vous aurez simplement à me la redonner pour qu'on aille la porter au notaire. Est-ce qu'on fait signer un avis de réception quand on retourne ça? Idéalement, oui. Idéalement, quand tu les prends, puis quand tu pars avec. Quand tu les retournes. Mais je te dirais que 99% ne le font pas. Et la clause de garantie de satisfaction, bien, je l'ai mis là. Moi, j'ai pris connaissance avec la clause de garantie avec François. Moi, je n'avais jamais mis ça. Je ne rendais pas mes contrats irrévocables. Mais nous, on n'avait pas le droit d'avoir une clause de garantie comme ça. Mais je la disais verbalement, je prenais une chance. Quand j'étais chez Remax, c'était interdit de faire ça. En tout temps, pendant la durée du présent contrat, à sa seule discrétion et sans aucun frais, le vendeur pourra résilier le présent contrat de courtage s'il est insatisfait en envoyant un avis à cet effet au propriétaire de l'agence. Alors là, c'est textuel, c'est pour ça que je l'ai mis là. Pas propriétaire d'agence. Pas de... Posons ça au propriétaire d'agence. Si tu en as 3-4 propriétaires, c'est toi seul. En fait, ça s'envoie à l'agence immobilière. L'agent. Oui, c'est l'agence. À l'agence Non, immobilière. le propriétaire de l'agence, il faut se faire. Elle était faite comme ça ici, je l'ai répété, là, mais ça pourrait être discutable, là, mais tu pourrais la changer. Très important. Si ça te dérange. Ça me dérange. Cette petite fille. Ça fait du J'avais bien de chialer un peu, là. Ça me stressé, là, ça me fait du bien. La feuille suivante, normalement, quand on se rencontre un à un, je vous fais tous un petit dossier, là, puis je vous explique comment ça fonctionne. Ici, c'est plus compliqué de tout monter ça. Alors, mais c'est ce qu'il y a dans le dossier quand vous rencontrez votre client. Et je dis souvent au courtier, ça c'est ton master. Alors, ça, je t'ai fait ta pochette, là. Je vais vous en apporter une demain. Je ne vais pas apporter aujourd'hui, mais je vais en apporter une demain. Ça, c'est ta pochette, c'est ton master. Prends-le pas, utilise-le pas. Quand tu vas venir pour prendre un nouveau contrat de courtage, tu t'en fais 5 d'avance, puis quand tu es rendu à la 5e, tu en refais 5 autres. Prends pas ton master, mais tout le monde fait la même chose. Arrive à la dernière minute, hop, le téléphone a sonné, il me restait juste 5 copies, je les ai toutes passées, attrape le master. Alors ça, c'est simplement un pense-bête pour vous rappeler tous les documents qu'il y avait au départ dans votre dossier pour aller prendre un contrat de courtage. Alors, il y a des étapes à suivre. On a rencontré, on a parlé, on était de garde, on a reçu un appel. Le vendeur, merveille, il nous dit qu'il veut vendre. Il y a une belle propriété dans un secteur qu'on adore. On a pris rendez-vous avec lui et on s'en va se présenter à notre contrat, pour prendre le contrat de courtage. On a notre porte-document qui est tout bien placé. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe la visite? Alors, la marche à suivre avec le vendeur pour prendre une inscription. On arrive chez le vendeur, on présente notre carte d'affaires. C'est sûr que c'est le premier geste à poser, hein, c'est de toujours présenter votre carte d'affaires. Est-ce que vous avez toutes vos cartes d'affaires? Oui. Non? Il me semble que ça fait longtemps que tu es arrivé, Sylvain? Je commence ce mois-ci. Ah, c'est vrai, c'est moi. Puis Stéphane? Sébastien. T'es fait, tu vas t'appeler Stéphane. Tu vas t'appeler Stéphane. Moi, je vais les avoir dans 10 jours. Dans 10 jours? Alors, poussez pour avoir vos cartes d'affaires. Visite de la propriété extérieure ou le sous-sol. Pourquoi j'écris ça? Mais c'est que quand on arrive dans la propriété, puis on rencontre le client, en général, on a le salon ou tout près, puis il serait porté à commencer par là. Moi, je vous dirais, commencez par des endroits où il y a quelque chose à dire. L'extérieur, commencez, si l'heure le permet. C'est plus intéressant de tout de suite visiter l'extérieur pendant qu'il fait clair, pendant l'heure de votre rendez-vous. Et à l'extérieur, il y a toujours plus de choses à vérifier, comme les gouttières, le solage, les fissures, l'entretien du terrain, la thermopompe. Le salon, il y a 4 murs et une bay window. C'est lourd de commencer une visite là-dessus. Le sous-sol, c'est la même chose. Le sous-sol, il y a énormément de choses à discuter, le système de chauffage,
la sonde pompe, la boîte électrique. Est-ce qu'il a fini le sol? Est-ce que c'est eux autres mêmes qui l'ont fait? Puis, un point quand même pas négligeable, c'est que si vous visitez toute la propriété puis vous finissez par le sol, c'est bien dur de se rendre à la table de cuisine. Alors, la stratégie, bonjour monsieur, me fait plaisir de vous rencontrer, Lise le chasseur, on s'est parlé au téléphone, jase un petit peu, mais là, ce que vous aimeriez faire, j'aimerais ça que vous fassiez votre courtier immobilier pour la dernière fois aujourd'hui. J'aimerais ça découvrir votre maison. Mais par contre, j'aimerais ça commencer par l'extérieur. Alors, c'est lui qui fait la visite, mais c'est vous qui renez le show. Et c'est là que ça commence. Vous êtes en contrôle de la visite que vous allez faire. Gênez-vous pas pour intervenir. Carole, gêne-toi pas. Des fois, des expériences qu'on vit peuvent être partagées. Alors, on a visité toute la propriété. On a posé des questions. Allez, on va revenir. On va en sauter une, puis on va revenir ici après. Qu'est-ce qu'on fait lors de la visite? C'est cette étape qui va décider si vous obtiendrez l'intérêt du propriétaire et qui vous permettra d'entreprendre une entrevue tout de suite après avec leur collaboration. Alors, on observe attentivement les lieux. On crée des périodes de silence. Je pense que la meilleure attitude à avoir lorsqu'on visite une propriété, c'est de se sentir comme un acheteur. Surtout là, les premières fois, vous ne serez pas habitué. Là. Si vous vous mettez dans la peau d'un acheteur, vous ne serez pas mal à l'aise de ne pas parler. Vous observez bien la maison, vous regardez tout ce qui, normalement, n'est pas esthétique. Les plafonds, les bords de murs, surtout les bases dans les sous-sols, toutes les choses qui sont susceptibles de faire découvrir des problèmes ou des difficultés. Puis quand vous posez une question, mais vous posez une question d'acheteur qu'on appelle. Comme si vous étiez acheteur et vous voulez vous informer de la propriété. Créer des périodes de silence, bien, ça rend un petit peu inconfortable le propriétaire parce qu'il se dit, voyons, qu'est-ce qu'elle pense de ma maison? Mais dans le fond, ça fait juste démontrer que vous êtes professionnel, puis vous n'êtes pas là pour parler de la pluie puis du beau temps. Puis le fait de trop vouloir faire la conversation sur n'importe quoi finit par vous faire passer pour quelqu'un qui n'est pas à son affaire. Alors, vous n'avez pas intérêt à faire ça. Posez des questions d'acheteur. Écoutez bien les réponses sans faire de commentaires et continuez à créer des périodes de silence. Souvent, le propriétaire va vous dire puis comment ça va le marché? Il essaie de vous amener ailleurs. Là, on est en train de visiter la propriété et le marché, on va en parler quand on va être rendu en haut. Alors, une bonne façon de s'en sortir, c'est intéressant, justement, savez-vous, M. Tremblay, je vous ai apporté de la documentation là-dessus pour vous remercier de m'avoir rencontré. Ça va me faire plaisir de vous montrer ça tantôt. Alors, vous contrôlez toujours l'affaire. Vous n'avez pas répondu. Même chose pour la commission. Vous êtes dans le sous-sol, vous êtes à l'extérieur. Puis, c'est combien ta commission? Il y en a qui répondent, moi je ne répondais pas ça. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va me faire plaisir de vous montrer ça tout à l'heure. Tu t'embarques pas, parce que si tu embarques, t'es fini. C'est fini, la conversation va s'en aller ailleurs, et après, c'est très difficile de la récupérer. Alors, en étant concentré sur ce qu'on est en train de faire actuellement, on ne perd pas le fil, on reste concentré sur ce qui est l'intérêt du moment, et comme ça, le client, lui, il se sent plus en sécurité. Alors, on a visité le sol, on est monté au premier, on a voulu aller voir les chambres, parce que nous, on veut finir au salon. Un détail que j'ai oublié, quand vous arrivez, quand les gens nous attendent, quand on est référé, il y a une très grande différence entre quelqu'un qui nous a référé puis un rendez-vous qu'on a obtenu en se mettant un pied dans la porte, moi, j'appelle. Parce que le client qui t'attend puis t'es référé, c'est comme pas trop difficile d'arriver à t'asseoir à la table de cuisine. Mais celui que tu as convaincu de te recevoir, un petit peu comme tu as fait dans ton cas, tu as un peu besoin de stratégie parce que tu ne veux pas te retrouver au salon pour écrire ton contrat de courtage. La table est basse, en tout cas dans mon cas, elle est très basse, alors elle va mal dans le dos. On veut s'installer dans la cuisine. Alors quand on arrive, bonjour Jeanne, la valise elle va aller se placer juste plus du côté de la cuisine que du côté du salon. Alors quand on va avoir fini la visite, ça va être plus facile de dire on peut s'installer dans la cuisine.
parce qu'on est déjà près de la cuisine. Alors, je disais, on a visité le deuxième, on est rendu au niveau du rez-de-chaussée, on a fait le salon, on est tout près de la cuisine. Comment on fait pour faire le lien entre la fin de la visite et aller s'asseoir justement à la table? Mais de parler du passé, du présent et de l'avenir, c'est une bonne façon. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Puis vous allez découvrir des choses aussi, vous allez découvrir des informations. Qu'est-ce qui vous a amené ici, vous, monsieur le vendeur? C'est quoi qui vous a fait « wow » quand vous avez vu la propriété? Ah, nous autres, c'était l'éclairage. Ma femme, là, quand elle a vu la luminosité de la maison, il n'y avait plus rien à faire, c'est ici qu'on s'en est. Puis là, c'est quoi vos projets d'avenir? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Alors, tout ça, c'est des questions qui ne sont pas menaçantes en fonction de la propriété, qui permettent de faire le lien, de jaser. On est toujours dans le thème de la maison. Un autre détail, ça va arriver souvent. Excusez-moi. Vous êtes pêcheur, vous êtes chasseur, vous jouez aux quilles. En visitant la propriété, vous voyez quelque chose qui se rapporte à un hobby que vous avez. C'est sûr que c'est tentant de commencer à en parler. Mais une bonne façon de s'en sortir, c'est de dire « Ah, vous jouez au golf, c'est intéressant, moi aussi je joue au golf. » On aura sûrement l'occasion d'en reparler une prochaine fois. T'arrêtes ça tout de suite. Tu rouvres la parenthèse pour dire que tu as le même intérêt pour quelque chose que le client, mais tu ouvres une porte pour en reparler plus tard. Parce que si tu t'en vas là, on va être là 3 heures. Là. Des ouvertures, tu disais tantôt, moi j'ai de la jasette. Hein? Alors quand on a beaucoup de jasette, il faut se contrôler parce qu'on parle tout le temps. Puis là, on bifurque, et tout à coup, ça fait 2 heures qu'on est assis là, qu'on n'est pas assez avancé. Il faut vraiment qu'on suive notre plan de match. Alors, passé, présent, avenir, c'est une bonne façon de faire le transfert. Parce que selon le vendeur veut entendre parler, c'est la réalité du marché, c'est les acheteurs, c'est les ventes des propriétés avec les comparables. Alors, si vous l'amenez trop ailleurs ou si vous le laissez aller ailleurs, lui, il va être déçu après de votre performance parce qu'il n'aura pas eu l'information qu'il voulait. Alors, arrivée du vendeur, visite de la propriété extérieure seule, visite de terminer le passé, le présent et l'avenir, faire le lien avec la table de salle à manger, les coupures de journaux, les statistiques. Alors, une bonne façon de faire le lien, votre valise est là près de la cuisine. Là, je vous dis ça quand c'est compliqué, là. Hein? Quand vous avez une référence, quand c'est des gens que vous connaissez, vous allez inscrire la propriété de votre sœur, ce ne sera pas si compliqué que ça. Quand on va vous faire faire du téléphone, puis on voit Derek Lipsky, avez-vous vu Derek Lipsky? François vous a montré ça. C'était peut-être absente, Carole, on va en parler tantôt. Alors que vous avez fait du Derek Lipsky, on s'entend qu'il ne vous attend pas les bras comme ça, un client. Alors là, la stratégie est un peu plus compliquée. Alors c'est celle-là que je vous présente. Alors, je disais, pour faire le lien entre la table, le coin où est la valise, et la table de cuisine, parce que c'est là qu'on va aller, une bonne façon, c'est d'expliquer au client qu'on a apporté l'information, justement, pour vous remercier de m'avoir rencontré. Je vous ai apporté l'information sur le marché de l'immobilier. Est-ce qu'on peut s'installer en quelque part? Et là, naturellement, vous vous enlignez pour la cuisine. Et en général, ils m'ont dit, oui, venez vous asseoir. Okay? Alors, c'est comme ça qu'on va le faire. Une fois assis avec le vendeur, sortir d'abord les comparables, sortir ensuite le cahier de présentation et le dossier de contrat de courtage. Alors là, j'ai tout ça dans ma valise. Je ne vais pas tout sortir d'un coup. C'est sûr, parce que ça va lui faire peur. Puis là, il va dire, hey, wow, minute, là, parce que moi, j'ai 1 heure, là, hein, consacrée, ça va prendre combien de temps? Fait que si vous y alliez par papier, avec une bonne stratégie puis une façon bien installée dans votre valise, ça va être plus facile. Alors, vous allez sortir d'abord votre dossier de contrat de courtage. Je m'excuse, j'en ai pas apporté un. Dans le fond, la façon qui est montée, c'est que vous avez votre pochette Sutton, qui doit être le premier. À l'intérieur, vous avez tous vos documents, puis vous avez aussi un autre dossier, une autre chemise, dans lequel vous allez rapporter vos propres documents, puis vous allez laisser les documents de votre client dans votre pochette Sutton. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, sur le dessus de la pile, c'est bien sûr que c'est là que vous avez mis vos comparables, vos coupures de journaux, vous lisez les journaux, vous trouvez quelque chose sur l'immobilier, la revue, le journal Les Affaires, est-ce que vous lisez? Pas beaucoup?
bien, moi, je vous conseille beaucoup de vous abonner aux affaires. Parce que à la fin complètement, ils parlent constamment d'immobilier. Alors, c'est intéressant d'arriver au client et de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Tu as highlighté toute l'information. Il te sent à ton affaire, il te sent préoccupé par ce qui se passe. Tu vas peut-être y apprendre quelque chose, puis tu vas peut-être apprendre quelque chose. Tu vas peut-être pouvoir lui dire ce qui s'en vient en immobilier, les taux hypothécaires, tout ça. Alors ça, c'est une habitude à prendre. À un moment donné, vous allez le développer, ça va être naturel. Tout ce que vous allez voir qui se rapporte à l'immobilier, vous le découpez, vous mettez ça dans votre valise, puis quand vous êtes prêt à aller rencontrer un client, bien, vous le sortez. Alors ça vous a permis, cette documentation-là, de faire le lien, puis de partir. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec le client? On a dit tantôt, j'ai dit tantôt qu'il voulait entendre parler de 3 choses. Est-ce quelqu'un qui peut me les dire? Oui, le marché, les acheteurs, puis c'était quoi l'autre chose? Essentiellement, c'est ça. Le marché, les acheteurs puis les comparables. Les comparables. C'est quoi le prix de sa maison? Alors, on ne va pas lui parler du prix de la propriété à la fin de la rencontre. Il y a juste ça qui attend. Il est assis sur le bout. Si c'est la première rencontre, je veux dire, tu peux pas avoir des comparables. Ben oui, puis non. Ouais. Parce que ça dépend des secteurs. Okay? Il y a des endroits, si tu as bien fait quand le client t'a appelé pour te dire qu'il voulait te rencontrer, si tu as posé les bonnes questions au niveau des rénovations, au niveau des chambres à coucher, l'extérieur, tu es allé à voir, tu sais ce qu'elle a l'air. Hein? On s'entend? Puis, c'est sûr que, je le sais, dans le Nord, les maisons, on ne me parle que de la non-homogénéité des propriétés. C'est plus problématique. Mais si tu es sur la Rive-Nord, dans notre coin, écoute, des maisons pareilles, nous, on les collectionne. Nous. Alors, ça va être quoi les différences? Tu vas sortir des comparables plus généraux, puis quand tu arrives dans la propriété, tu te réajustes. Tu sais, souvent, puis on vous l'a dit, je pense, avant que moi je commence, Lise va vous faire une présentation, c'est une façon de voir. Nous autres, on vous fait une présentation, c'est une autre façon de voir. Parce que autant il y a de courtiers, autant il y a de façons de penser et de faire. Alors, il y en a qui vont dire, tu vas rencontrer le client, tu visites la maison, tu t'en retournes chez toi, tu fais tes devoirs, puis tu reviens le rencontrer. Puis c'est correct. C'est correct. Mais rapidement, vous allez vous rendre compte que vous allez visiter la propriété, vous avez un bon contact avec le client, vous dites, je vais aller chez moi, je vais faire mon évaluation, je vais revenir demain. Mais avant demain, 15 minutes avant vous, il est arrivé un petit vite, une petite vite, elle avait tout fait ses affaires, réajusté ça en rentrant dans la maison, signe en bas, la troisième copie est à toi. Et c'est fini. Vous n'avez plus de contrat de contact. Alors, quand vous allez pour un rendez-vous, c'est plus de travail. Des fois, vous allez travailler pour rien, mais vous ne travaillez jamais pour rien parce que vous vous êtes pratiqué. Il faut que tout le travail soit fait puis que vous soyez prêt à signer. Puis, rendu sur place, tu te réajustes. Si le client ne te l'a pas dit qu'il venait te faire les planchers à grandeur, bien, tu t'es habitué. Puis maintenant, tu es capable de calculer la valeur des planchers par rapport au comparable que tu as sorti. Qu'est-ce que tu en penses? OK. Ça nous arrive d'une fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois, on est dompté. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Il faut rapidement être capable d'évaluer. Puis si ce n'est pas possible, parce qu'on ne veut pas non plus, je ne vais pas utiliser le terme botché, on ne veut pas mal travailler, mais si les propriétés ne se ressemblent pas du tout et que tu n'es pas capable, bien, tu ne seras pas le seul à ne pas être capable. Alors à ce moment-là, oui, tu visites. Je vais reprendre un autre rendez-vous, je vais bien faire mon travail, puis je vais revenir. Puis là, tu le fais. Je suis rendue où, alors, je disais que là, il voulait entendre parler, surtout d'ACM. Et ça c'est un des dossiers, une des parties les plus importantes. C'est pas une, c'est la plus importante. Le nerf de la guerre, c'est le prix de la maison. Alors, vous auriez un entre-gens à pu finir. Vous n'auriez absolument pas besoin de tout ce que j'ai dit depuis le début si vous avez un ACM qui se tient et que vous êtes capable de défendre. Et ça passe par la pratique. Puis la facilité avec les chiffres. Alors, tout ce que vous voyez de formation sur l'ACM, sautez dessus.
Moi, je peux vous raconter des histoires de personnes. René Lemay. René Lemay, c'est un gros courtier. Je m'excuse, je vais m'accoter une petite fesse, même si la caméra me regarde. Ah, merci. Me donner la permission que j'ai prise. René Lemay, qui est un très gros courtier, René doit avoir 60 inscriptions. Quand il a commencé, ben, il a appelé Michel Meloche ici, qui est évaluateur, puis il a dit, Michel, tu vas venir avec moi, parce que chaque fois que je vais avoir un rendez-vous, je vais te payer 600 pièces et puis tu vas faire l'évaluation de la propriété, puis moi, je vais m'occuper de la mise en marché. Il arrivait chez les clients, il disait, moi, je ne suis pas capable de faire l'évaluation, lui, c'est le spécialiste. Le prix que lui va dire que ça vaut, c'est ça qu'on va mettre. Si vous n'êtes pas d'accord, on s'en retourne toutes les deux. C'est le même qui a fonctionné. Il a engagé quelqu'un pour faire ces évaluations, et en les faisant, naturellement faire, il a appris avec Michel, et puis à un moment donné, il a dit à Michel Meloche, bon, ben, OK, c'est très bien, c'est terminé, bye, maintenant je fais mes évaluations tout seul. Parce que c'est quelque chose d'important. Il y en a d'autres qui peuvent, il y en a qui le font, j'en connais, Jean-Louis Signac le fait, peut prendre un co-listing avec vous. Alors à chaque fois, ça va vous donner un co-listing pour inscrire. Ben, c'est mieux d'avoir 50% de rien que 50% de quelque chose que 100% de rien. Êtes-vous d'accord avec moi? Mm-hmm. Alors peut-être que si vos premières rencontres, vous trouvez ça difficile, venez me voir, on va trouver quelqu'un qui peut le faire avec vous, puis vous allez être sûr que vous allez sortir avec le contrat de courtage à chaque fois. Puis en même temps, bien, c'est sûr que vous apprenez avec quelqu'un comme ça, parce que vous l'accompagnez dans l'évaluation, il vous l'explique, l'évaluation qu'il a faite. Là, on a commandé des CCR. Je ne sais pas si vous avez entendu dire qu'il était arrivé. On l'avait à l'école. Oui. C'est quoi Puis François en a commandé pour tous les bureaux. C'est quoi des CCR? C'est le répertoire des valeurs. C'est OK. Une espèce de valeur résiduelle. C'est ça. Le Alors, junior, ça on coûte n'en pas cher avait en pas. attendant. Personne n'en achetait parce qu'il trouvait que c'était quand même assez dispendieux. Puis là, François a décidé d'en acheter pour tous les bureaux, mais un par bureau. C'est un peu comme le code. Vous pouvez le consulter au bureau, vous signez, vous le remettez. Là, vous n'avez pas le droit de les sortir des bureaux. Mais ça vous fait une base. On a eu la formation avec François Villiers. Certains d'entre vous étaient là. Sur l'ACM. Oui, sur l'ACM. Tu étais là, Oui. Carole? Oui. Bon. Alors après ça, on a voulu faire des ateliers. Bon, l'été est arrivé, c'est compliqué de faire les ateliers. Là. J'avais dit qu'on ferait des ateliers. François est parti en vacances. S'il y avait beaucoup de dossiers, lui, de son côté, qui était de l'avant. Alors, on devrait reprendre ça en septembre. Quand vous voyez passer une formation sur l'ACM, de grâce, allez-y. On a eu avec Michel Meloche, c'est un domaine qui est... Tout le monde ne travaille pas pareil. Hein? Alors, mais c'est à force d'en suivre, c'est à force de se pratiquer, c'est à force de connaître des gens qui sont bons dans ce domaine-là, que vous allez peaufiner votre approche et que vous allez être... Parce que c'est pas tout d'en faire un. Il faut être capable de le vendre au client. Il faut convaincre le client de la valeur réelle de sa propriété. Parce que c'est toute une idée. Quand tu arrives chez un client, il sait exactement ce qu'il veut pour sa maison. Puis ce qu'il veut, c'est toujours... Très loin. Ce qu'il veut, la partie... Ça, c'est un phénomène que moi, je ne me suis jamais expliqué. C'est la partie de plus qu'il veut que toi, tu veux, c'est toujours la commission. Toujours. On ne sait pas comment est-ce qu'il a fait de le calculer, mais c'est toujours la commission. On dirait que c'est une conscience collective, ce qui existe. Incroyable. Alors d'autant plus qu'il faut avoir l'argumentaire pour ramener le client. Puis avec des explications intelligentes, soutenues, convaincues, que tu comprends bien ton dossier, je suis convaincue que c'est beaucoup plus facile d'amener un client à la bonne place. Et si vous travaillez des expirés, mais d'autant plus, il y a déjà une expérience sur le marché. Alors, si vous arrivez avec un bon ACM, puis vous lui expliquez ce que l'autre lui a déjà expliqué, puis vous renforcez encore plus, vous allez avoir une inscription à votre prix, puis 3 semaines plus tard, c'est vendu. Il y a des photos en plus avec les expirés, c'est facile. Il y a déjà des photos de la propriété, on voit en dedans, on voit tout. Ils sont juste plus réfractaires quand tu les appelles. Ça prend une bonne stratégie. Alors, on a dit, on est assis avec le vendeur, on a sorti
nos comparables, on a jasé avec le client, on a présenté l'ACM, on l'a convaincu de la valeur de la propriété, ça s'en vient bien, on est peut-être un petit 10 000 trop cher, mais il faut passer à une étape suivante. Ensuite, c'est là qu'on va sortir notre cahier de présentation. On va dire au client, mais écoutez, monsieur le client, c'est bien beau, là, on s'est bien entendu sur le prix, maintenant, ce serait intéressant de savoir avec qui vous allez travailler. Si on n'est pas travailler ensemble, il faudrait que vous sachiez de quelle façon que je fonctionne. Et c'est là que vous présentez votre cahier. La présentation du cahier ne devrait pas durer plus que 20 minutes, parce que si c'est trop long, le client va se tanner, puis à un moment donné, il va avoir chaud, regardez ça monte. Alors, il faut que ce soit dynamique. Pratiquez-vous avec les gens avec qui que vous connaissez, puis eux, ils vont vous le dire, que c'est trop long, que c'est trop court, qu'il manque d'informations. Demandez souvent si vous avez couvert toute l'information. Avez-vous des questions? Ça va-tu bien, là? Suivez-vous votre processus quand vous rentrez dans la maison, vous visitez, vous analysez, vous asseyez à table, vous sortez vos petits documents cadeaux. Tranquillement, vous avez tout sorti votre dossier au complet en même temps. Et après ça, vous sortez votre cahier de présentation de votre livre, de votre valise. Tout est en ordre, puis vous contrôlez tout, là. Si en chemin, il veut vous poser une question qui n'est pas dans ce que vous êtes en train de faire, ah oui, justement, inquiétez-vous pas, je vais vous en parler tantôt. Combien de fois je vous l'ai dit ce matin, hein? Vous m'avez posé des questions, je dis, ah, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Alors ça, c'est d'être en contrôle de ce qu'on vous dit, de ce qu'on présente. Puis si on pense qu'on va signer aussi, on peut prendre des notes. Moi, je prends souvent des notes quand les gens me parlent. Puis ça les dérange pas, même au contraire. C'est une très belle stratégie. Puis ils voient pas ce que tu écris, hein. Fait que tu peux même faire prendre des notes avec des chiffres. Moi, j'écris des chiffres pour revenir plus tard à quelque part. Ils savent pas que la note n'a pas rapport, c'est pas une note par rapport à ce qu'ils disent, là. Parce que ça sinon, démontre que tu es ouais, c'est ça. C'est un bon point. Hein? Ce que vous pensez de ça, c'est un excellent point. Je pense souvent des notes parce qu'on pense souvent qu'on va s'en souvenir. Mm-hmm. Puis quand ça arrive vite, puis qu'on rencontre un client, puis un autre, mais même pour écrire, comme je disais tantôt, quand j'envoie souvent une lettre après être passée chez quelqu'un, mais là, c'est difficile de se souvenir de c'est-tu à elle ou c'est-tu à lui que j'ai dit ça, ou on se prend plein de notes. Fait que ça l'aide aussi les notes, je pense. Tu vas voir tantôt, quand tu dis prendre des notes, c'est un autre argument, un autre point qu'on peut utiliser quand on prend le contrat de courtage. Quand tu parles de prendre des notes, il y a un truc aussi, quand on visite une propriété, c'est pas malvenu de visiter avec une enregistreuse. Hein? Mm. Parce que les vendeurs nous donnent tellement d'informations sur la propriété, tu ne veux pas te promener avec ton pad puis écrire. On a des limites avec notre petit disque dur ici, là, qui est déjà trop plein, dans 90% des cas. Alors, tu te promènes avec ton enregistreuse. Sur le coup, le client va dire « Hey, oh, c'est quoi ça? » Tu dis « Écoutez, monsieur, moi j'enregistre, je ne veux pas rien manquer de ce que vous me dites de votre maison. » Puis après ça, ma secrétaire va tout traduire ça. On va être sûr qu'on a tous les détails. Puis il va oublier, il va être d'accord. Tu transfères ça sur sa propriété. Alors, c'est un bon point. Puis, moi, je dis toujours, vous allez le voir avec le temps, il faut toujours s'enregistrer quand on travaille pour s'écouter. La déposer sur la table, il l'a oublié. Puis vous autres aussi. Et après, vous pouvez vous réécouter quand vous avez fait votre présentation. Et c'est comme ça que vous allez vous peaufiner. Oui, c'est difficile, parle-moi-en. J'en sais quelque chose parce qu'on déteste notre voix. Hein? Sur une enregistreuse pour une raison que je ne comprends pas. Là. Mais c'est ça. Avoir du courage, vouloir avancer, vouloir s'améliorer, ça passe par l'enregistreuse. Alors, on a présenté notre cahier de présentation, on a fait un beau PowerPoint, peut-être même qu'on est carrément sur notre ordinateur ou notre tablette qu'on flippe. Hein. Vous avez vu les tablettes iPad. En passant, hier soir, on avait un tournoi de golf. J'ai gagné 1 000 $. Alors, je me suis dit que j'allais m'acheter mon iPad qui va servir à l'entreprise, mais qui va drôlement me servir parce que c'est très agréable pour faire des présentations. Pour vous autres, éventuellement, c'est un outil qui est faramineux. Là. Ça a l'air professionnel, puis ça travaille bien. Puis ça, c'est très utilitaire. Alors, j'étais rendue là, avec mon iPad, j'avais perdu une pile. Alors là, je suis prête à sortir mon contrat de courtage. J'ai fini ma dernière page de mon cahier de présentation. Je ferme mon cahier de présentation. Mon dossier est juste là à côté de moi. Je sors mon contrat de courtage. Et tu disais prendre des notes.
Là, tu dis, puis les luminaires, est-ce que vous les laissez dans les inclus? Parce que là, on est rendu au contrat de courtage. Hey, wow, là, je ne signe pas tout de suite. Non, monsieur, je prends des notes. Je vais juste prendre des notes, là. Inquiétez-vous pas. Et tu commences tranquillement à remplir ton contrat de courtage. Parce que tu es là pour prendre le contrat de courtage. Tu prends pour acquis qui est d'accord. On s'est entendu sur le prix. Je vous ai montré combien je suis indispensable. Maintenant, on écrit le contrat de courtage. Là, aujourd'hui, on n'abordera pas toutes les objections, parce que ça fait l'objet d'un seul cours. Mais c'est ça, il faut apprendre à répondre aux objections. Puis tranquillement, plus vous répondez, plus vous connaissez les réponses, plus vous êtes articulé. Ça tombe. OK, d'abord, on va essayer. Y a-t-il des choses? Tu sais, parce que tu dis, OK, on va prendre des notes, tout ça, mais le fait de dire aussi, mais qu'est-ce qui cloche? Est-ce qu'il y a quelque chose que je vous ai mal expliqué? C'est ça. C'est quoi votre réticence? Est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi, tu sais, pourquoi on continue, tu sais? Ou tu sais, des fois, c'est ça que je trouve difficile, là, de... Tu vas pas avoir le contrat, là, mais... Il faut avoir, je pense, l'assurance de ses convictions. Il faut y aller. On est rendu au contrat de courtage, on écrit le contrat de courtage. Okay. Alors, on met ça à quel prix, finalement? On la met à 332 000? Ah, je sais pas. Alors, tu sais, il faut toujours que tu sois prête à écrire quelque chose au contrat de courtage parce que c'est là qu'on est rendu. Puis comme je vous disais, la pile est épaisse comme ça, le dossier est assez épais, là, on va le voir, là, étape par étape, les documents. Mais on sort juste le contrat de courtage. Parce qu'une fois que le contrat de courtage est signé, s'ils sont fatigués, tu peux revenir le lendemain, prendre des mesures, faire tout le reste. Mais s'il n'est pas signé, oublie ça. 99% du temps, tu n'y retourneras plus jamais. Même la déclaration du vendeur, tu peux revenir le lendemain avec les photos. Puis c'est vraiment le contrat de courtage le premier. C'est le contrat de courtage. Puis en général, tu es capable de tout faire. Là. Je vous parle de cas d'exception. Fait que tu ne sors pas la déclaration du vendeur avant le contrat de courtage. Non, moi je ne le ferai pas. Non. Elle est épaisse, hein? Elle est un petit peu décourageante, la déclaration du vendeur. Il n'aime pas bien ça. Ben, il n'aime pas ça, sauf que, encore là, qu'est-ce que tu dis, toi, au vendeur, quand tu Que c'est pour les protéger, que tout ce qui est déclaré ne devient pas un risque caché. Ah, ça, il aime bien ça. Bien dit, répète-moi ça. Que tout ce qui est déclaré n'est pas un risque caché, que ce n'est que pour les protéger. Puis je pense que c'est vrai aussi. Là. Mais c'est tellement vrai. Un acheteur qui achète en connaissance de cause, il n'en voudra jamais à personne. Il faut juste y faire prendre conscience. On va le voir plus tard, là, quand un acheteur dit « c'est ça je veux, c'est ça je veux, c'est ça je veux, je veux pas être sur une rue, passante. » Tu l'as écrit dans ta petite fiche, la première fiche qu'on a vue au début. Alors, quand il vient pour acheter une maison sur le boulevard Sainte-Rose, c'est parce que vous ne vouliez pas une rue passante, M. Tremblay. Oh, oui, je le sais, mais là, c'est correct. Là. On est en amour avec, là, puis on l'aime. Mais ça ne sera plus jamais un problème, la rue passante, jusque dans 2 ans, quand il va vous rappeler. Puis là, vous allez sortir votre dossier, vous allez vous rappeler, hein, je vous l'avais dit, hein, vous n'aimeriez pas ça. Et vous la vouliez. Il sait, le client, qui a pris sa décision. Alors, ce que l'acheteur achète en connaissance de cause, c'est toujours correct. C'est ce que tu essaies d'y cacher. Regarde, nous autres, on est tous des acheteurs potentiels. Y a-t-il quelque chose qui nous enrage plus que de se faire cacher de l'information? C'est de l'insulte à l'intelligence des gens, ça. C'est pas compliqué. Puis toutes les maisons, il y a quelque chose, là. Il n'y a pas de maison parfaite. Personne ne s'attend à ce que les propriétés soient parfaites. Ceux-là, ils vont s'acheter des maisons neuves. C'est des clients de maisons neuves. Exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon dossier? J'ai mon contrat de courtage, mon annexe transitoire, la déclaration du vendeur et les inclus. Les inclus. Vous savez, les inclus, vous n'apprenez pas ça à l'école. Là. Les inclus, vous avez une ligne pour les écrire. Puis encore, je ne suis pas sûre. Non, 2, on en a 2. Les inclus, c'est le plus grand type de poursuite et de problème suite à la vente d'une propriété. Le bordel grand, souvent, c'est au niveau des inclus. Ça n'a pas été clair, on ne s'est pas bien compris, on a oublié. Alors, on a développé, avec le temps, ça c'est à l'extérieur de Sutton, ça. Je suis arrivée avec ça. Un groupe de courtiers ensemble, puis après ça, c'est allé plus loin, puis on a ajouté. Pourquoi? C'est sûr que si vous rentrez dans une propriété à 200 000 $, puis qu'il y a
un lave-vaisselle, puis un faux micro-ondes. That's all. On ne sortira pas notre grande liste à pu finir. C'est pas nécessaire. Il y a juste 2 éléments. On va s'assurer d'écrire les noms, puis ça va les noms du type de lave-vaisselle, et ça va être correct. Mais si vous arrivez dans une propriété le moindrement équipée, mais là, c'est le temps de la sortir de la liste. C'est un checking list qui dit avec le vendeur. Bon, OK, monsieur le vendeur. Donc, maintenant, ça vient une annexe au contrat de courtage. Et là, on y va. À l'intérieur, inclus, exclu, sans objet. Alors, les rideaux et les tringles, les stores, les valances, luminaires incluant chandelier, les miroirs, les climatiseurs de fenêtres, les climatiseurs murales, le broyeur, les changeurs d'air, la hotte de ventilation, le ventilateur, la vaisselle, la marque. Vous savez, hein, ça arrive. Un beau lave-vaisselle Bosch dans la cuisine. On fait la vente, on a écrit seulement lave-vaisselle, tout le monde déménage, puis on se retrouve avec, quoi que plus de métal, c'est pas pire partout, mais je sais pas moi, KitchenAid, mais pas KitchenAid, mais Kenmore, là. Ouais. Hein, la marque Sears, et là, tout le monde est énervé, puis là, le vendeur, il dit, moi, j'ai jamais dit que je vendais mon Bosch, c'est pas écrit nulle part, j'ai dit que je fournissais un lave-vaisselle, vous l'avez, votre lave-vaisselle. On veut pas vivre ça. Les fours encastrés. Alors là, je vais y aller vite, mais vous faites la checking list. À l'extérieur, l'hiver, il y a plein de choses que vous ne voyez pas. La neige fond. Tu n'es pas allé à la maison, la neige a fondu, il arrive une visite, il y avait plein de choses en dessous de la neige, tu ne l'as pas écrit. Là, la madame a dit « Wow, as-tu vu la cour qu'on a? » Mais il y en a la moitié qui sont peut-être exclus, puis tu les as mis. Alors, il faut poser des questions au vendeur. Alors encore là, le gazebo, la pergola, l'auvent, l'abri d'auto, le spa, l'ensemble patio, le barbecue, piscine hors terre, chauffe-piscine, réservoir propane, accessoires de piscine, bac à fleurs et arbustes. On a vu des gens partir avec toutes les vivaces. Hein. Mais je m'excuse, mais par exemple, les arbustes, c'est des immeubles par étage, ça, ils ont pas, c'est toujours inclus, ça en fait partie. Je suis d'accord avec toi. Mais avec le des temps. choses là-dedans, la thermopompe aussi, c'est un miroir, s'il est fixé au mur, ben c'est un Ben, immeuble c'est par parce étage. qu'aujourd'hui, il y a des miroirs qui s'attachent, qui s'accrochent tout simplement, qui ne sont pas vissés au mur. Dans les salles de bain, tu vois ça de plus en plus. Moi, je l'ai vécu. Alors, les vivaces, on l'a vécu. Une dame est partie avec toutes ses vivaces. C'est plus pour faire prendre, oui, nous, on le sait dans la loi que c'est comme ça, mais les gens, ils ne savent pas. Et ça se passe dans le déménagement. Moi, il y a quelqu'un qui est parti avec la hotte de ventilation. On s'entend-tu que la hotte de ventilation, ça reste avec la maison? Moi, il y avait Mais une l'acheteur- hotte micro-ondes, puis quand on a visité, il y avait une hotte micro-ondes, puis quand on a déménagé, c'était plus la même hotte qui était là. C'est ça. Alors, c'est important de préciser. Alors, en posant les questions au vendeur, ben, c'est écrit. Alors, l'acheteur, quand il reçoit la liste des inclus, ben, il sait qu'il faut que ça reste là. C'est pour prendre conscience. Puis Reviens donc à l'autre alors. Parce que là, je veux voir. Bon. Non. Alors, pas. Encore. J'en avais un dossier dans ma voiture, Lynn, je te l'ai sorti, puis je l'ai dedans, ça, si tu veux voir que ça a On l'air. parle de contrat de courtage. Ça, je fais savoir. On marque un numéro. Mais l'annexe, on marque quoi? L'annexe quoi? l'annexe A, B, C, D, E, F, G, Z. C'est simplement que ce n'est pas des annexes que tu as déjà, puis tu lui donnes un nom pour la relier à ton numéro de contrat de courtage. Non, parce qu'il faudra faire ça sur toutes les copies. Parce que là, vous avez juste la première copie, puis les autres copies n'ont rien. Ben, tu peux faire initialer toutes les copies, tu as raison. Non, Ouais. non juste pour. Oui, ça, c'est un bon point. C'est un bon point. Tu peux initialer toutes les copies. Ici, à la fin, ce qu'on retrouve, ça, on va avoir moins de problèmes là, avec les nouveaux formulaires parce qu'ils l'ont quand même couvert. Est-ce que vous avez fait vos formations de formulaires? Oui. Ouais. Vendredi dernier, Tous? puis c'est vraiment Tous? cool, hein, c'est Pas pas grave. terminé, en cours. Oh. Alors, vous allez voir que quand on arrive au contrat de courtage, ça s'est bonifié, là. Mais je ne suis pas sûre que c'est si clair que ça. Alors, les inclus sont donnés sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. Le poêle, le foyer, l'appareil à combustion de la cheminée sont vendus sans garantie quant à leur conformité à la réglementation applicable ainsi qu'aux exigences imposées par les compagnies d'assurance. Et là, on demande
au vendeur de déterminer ses contrats d'entretien. Système de centrale de chauffage, la thermopompe, la piscine, terrassement pelouse, déneigement. Tu sais, tu vas au mois de février, là. Il se fait déneiger, il a signé son contrat de déneigement. Le déneigeur s'aperçoit qu'ils ont changé de propriétaire. Il dit, oh, on ne va plus. Moi, j'ai jamais signé avec lui. J'ai été payé. Ça serait peut-être important de pouvoir donner ça en plus au vendeur, puis dire au vendeur, mais assure-toi que ton contrat est transférable. Après ça, les locations. Location de chauffe-eau, de réservoirs gaz propane, les systèmes d'alarme, les frais reliés au système d'alarme. Alors ça, ce sont des questions qu'on glisse, sur lesquelles on glisse facilement. Mais combien de problèmes ça rapporte? Combien de problèmes? Tu sais, le système là, que tu payes sur 60 mois, puis ça fait partie, c'est tellement compliqué. Puis là, les compagnies ont compris maintenant, ça ne se transfère pas. Alors là, le vendeur a vendu tout ça, mais en réalité, ça n'y appartenait même pas. Alors, il faut qu'il le paye. Il faut qu'il finisse de le payer avant de le vendre. Est-ce qu'il y a un solde non payé sur une inclusion? Oui, non. Alors, l'idée de ça, c'est simplement de trop fort passe-pas. Quand vous faites votre dossier, merci. Alors, vous imprimez vos documents, vous l'avez dans votre dossier. Si vous ne vous en êtes pas servi à ce dossier-là, faites juste le transférer dans le prochain. Mais c'est un checking list que vous faites avec le client seulement si c'est nécessaire. Vous savez, quand vous arrivez dans les grosses propriétés, là, puis maintenant, avec tous les systèmes de cinéma maison, là, il y a tellement de matériel dans tout ça. Puis c'est pas les choses qu'on connaît, là, puis c'est pas des choses auxquelles on pense non plus. Est-ce que vous laissez les haut-parleurs, les amplificateurs, l'écran, la toile cinéma maison, le support écran LCD, plasma et projecteur de cinéma maison, la télévision plat murale, la porte décorative, le filage, hein? Ça aussi, c'est important, le filage. Thermostat électrique, est-ce qu'ils emportent? Il y en a qui partent avec les thermostats électriques, même s'ils sont attachés. Alors, c'est ça. Vous en faites ce que vous voulez. Ah, il y en a plus sauf que moi, que là. Tout y est. c'est ça. Tout y est. Alors, tu ne te retrouves pas après que tu as oublié quelque chose. Mais on s'entend, on fait ça quand même dans les propriétés assez imposantes, là. Et où ce document-là? Il est dans le document que je vous envoie. Vous pouvez l'imprimer à ce moment-là. C'est sur Intranet aussi, j'imagine? Oui, il est dans ton C'est intranet, dans le document interne, je pense. C'est pas Je pense que c'est parce que c'est pas moi qui ai fait ça. Ils sont venus chercher, je pense, dans les formations, puis ils les ont mis. Oui, Ah, je il pense est que c'est fort dans ton possible intranet, que dans le dans ton document intranet. interne. Le document interne, il doit être là. Vous l'avez à plusieurs endroits, là. Alors, je disais tantôt comment on monte le dossier. Alors, c'est un peu comme ça. Vous avez votre dossier, quand vous arrivez chez votre client, vous avez votre pochette Sutton. Ici, normalement, j'aurais mes coupures de journaux sur le dessus, puis en dessous, mon analyse comparative du marché. Cette chemise-là, ce serait celle avec laquelle moi je quitte. Celle-là, je la laisse au client avec son contrat de courtage, sa copie du contrat de courtage, et puis sa copie de déclaration du vendeur. La carte d'affaires de madame. Et moi, je pars avec ça. Tous mes documents à moi. Alors, comme ça, vous avez un dossier qui est facile à manipuler. Vous laissez ça au client, vous partez avec ça. C'est ça que j'appelle un master. Je vous en ferai monter un cette semaine par les secrétaires. Faire un cadeau. Avec les nouveaux formulaires? Avec les nouveaux formulaires, ils ne sont pas rentrés. C'est le 1er juillet. Non, mais c'est parce qu'ils ont ici, à la chambre, les liaisons. Fait Les qu'il y a liaisons? déjà des bureaux qui ont reçu. Ah oui? Je sais pas, j'ai peut-être reçu, là, puis je ne sais pas. Là. Ça va tellement vite, là. Mais on va regarder ça. Parce que avoir des dossiers Ben ouais, avec les anciens. documents, Ça donne pas grand-chose. Document demandant signature. Bon. Alors, là, il y a deux blocs de documents. Il y a des documents qui demandent l'accord la signature du client. Alors là, vous avez fait signer le contrat de courtage. Tout est beau, parfait, on est en amour. La vie est belle. On peut passer au restant. Vous trouver que la filière est imposante. Oui, vous trouvez que c'est trop. Bon, mais peut-être que je peux revenir demain. Oh non, c'est correct, on va y passer. Alors, on fait l'annexe transitoire qu'on n'aura plus besoin de faire à partir du 1er juillet parce qu'il va être intégré au contrat de courtage. Alléluia.
on fait la déclaration du vendeur. La déclaration du vendeur, elle est très importante. Puis là, c'est merveilleux. Vous êtes obligé de la faire maintenant. Vous n'avez plus le choix. Alors, tout le monde va arrêter de chicaner, pas tout le monde. Elle va être là, puis elle va être obligatoire. Vous avez fait signer votre déclaration du vendeur. Maintenant, il y a encore des éléments à ajouter à votre dossier. Ici, normalement, ça, c'est une clause que vous retrouvez dans votre petit livre de clauses. Et vous pourriez toutes l'écrire. Mais là, nous, on s'est dit que c'est long à écrire, puis on en a fait une lettre pour que le client en prenne vraiment conscience. Alors ça, c'est dans le cas où, peut-être que vous ne ferez pas ça, peut-être que vous dites, moi, c'est 6 % ma commission, plus taxe, ça s'arrête là. Si c'est ça, vous n'avez pas besoin de cette lettre-là. Mais si votre commission, c'est 6 % avec un agent collaborateur, et 5 % si vous représentez les deux parties, là, à ce moment-là, c'est important. Qu'est-ce que ça dit, ça? Y a-t-il quelqu'un qui peut me la lire? Complet. Oui, en bonne connaissance. Bon, madame, monsieur, objet. Vente de votre propriété située au 1, 2, 3 rue des Boulevards. Clause de diminution de la rétribution faisant partie intégrante du contrat de courtage numéro 3452, annexe, je sais pas quoi. Dans le cas où un acheteur présenterait une promesse d'achat par l'intermédiaire du courtier de l'agence immobilière pendant la durée du présent contrat et que cette promesse conduise effectivement à la vente de l'immeuble, le courtier de l'agence immobilière s'engage à ne réclamer du vendeur qu'une rétribution de 1%. Malgré ce qui précède, il n'y aura pas de diminution de rétribution dans l'éventualité où une ou plusieurs promesses d'achat sont présentées par le ou les collaborateurs, qu'ils proviennent de la même agence immobilière ou d'agences immobilières différentes, concurremment à une promesse d'achat présentée par l'intermédiaire du représentant de l'agence immobilière. Et tout le monde sait. Pourquoi ça? Moi, non, ça me tente pas trop, là. Qu'est-ce qui ne tente pas? Mais pourquoi qu'on ferait signer à un client une baisse? Je vois pas les clients. En tout cas, tous les clients que j'ai rencontrés, ils m'ont jamais dit, puis c'est toi qui apportes l'acheteur tout seul. Ben, c'est moi qui apporte l'acheteur tout seul, c'est parce que j'aurais travaillé en fonction de. Non, mais tu sais, y a-tu beaucoup de courtiers qui font signer ça ou? Ça, on ne sait pas. Hein? Okay. C'est des statistiques qu'on ne connaît pas. Ça s'apprend dans les corridors, ça s'apprend dans les secteurs, ça s'apprend quand le vendeur te dit, puis si tu vends tout seul, tu me le fais-tu moins cher? L'autre, il me le faisait moins cher. C'est comme ça que ça s'apprend. Okay. Moi, que vous le fassiez pas, je n'ai aucun problème avec ça. Par contre, si vous le faites, il faut que vous avisiez votre vendeur que s'il y a plusieurs promesses d'achat qui arrivent en même temps, vous ne pourrez plus faire 6 % parce que ça va être injuste. Vous ne pourrez plus faire 4 % excusez, parce que ça va être injuste pour ceux qui ont amené des promesses d'achat et que la loi vous l'interdit. Alors, vous allez être obligé de demander 6 %. Puis là, vous ajoutez, mais par contre, c'est parce qu'il faut toujours avoir un avantage dans la vie. Par contre, monsieur le vendeur, l'avantage, c'est que s'il y a surenchère, vous allez avoir beaucoup plus que le petit pourcentage que vous m'auriez donné de plus. Et la pression, elle vient du marché, elle ne vient pas du bureau ici. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on recommande, mais les courtiers, parfois, arrivent à le faire, finissent par le faire à cause de la pression extérieure. Alors, on a parlé de la procuration de certificat de localisation. C'est une clause de l'OACIQ, c'est une clause maison. C'est toujours une petite dent, tu doutes. Chose maison. Non, de l'OACQ. OK. Ben, dans ton petit livre. OK. Nous, on l'a juste mis là-dessus. Premièrement, parce que tu ne vas pas tout l'écrire à main, à chaque fois. On s'entend, c'est pas le fun. C'est long. Puis, ça en fait un document officiel. Pourquoi je pose la question? C'est parce qu'il y a un petit détail là-dedans qui me chicote un peu. Lequel? Parce qu'on arrive là, puis on parle de l'agent, du courtier d'agence immobilière, mais on ne fait pas référence à qui et à quoi, là. À n'importe quelle agence immobilière. Non, mais venez, là, parce que le premier paragraphe, c'est pas ce qu'elle dit. Attendez, on va le lire ensemble. Là. OK, on On va passe. le Le relire. courtier de l'agence immobilière s'engage à ne réclamer du vendeur qu'une rétribution de. Oh, mais quelle agence immobilière? Quel courtier? Ben, le courtier qui est en train de faire le contrat de Ben, courtage. c'est ça, mais ça devrait le dire, ce moment-là. Ça Ben devrait non, le tu n'as dire. pas besoin de le dire parce que tu te réfères On au sait, contrat en de plus. courtage en haut. C'est ça. Ça, c'est attaché au contrat de courtage de Marcel Antille. C'est pour ça qu'on ne l'écrit pas. D'ailleurs, c'est l'OAC qui a composé ce texte-là, c'est pas nous. Il est textuel. Je ne tente pas, là, mais je te le trouverai plus tard. Dans le petit livre vert, il est tout là.
Je te dis, Marcel, il est textuel. Mais non, Puis l'idée de ça, c'est pas de déplaire, c'est plutôt de bien informer le client. Le client, il va être content de le savoir. Ça va? OK, on a parlé tantôt de certificat de localisation. Vous vous souvenez, j'explique au client dans ma présentation combien ça coûte faire un certificat de localisation, que je fais affaire avec une firme en particulier. Là, je suis en train de le préparer là, pour lui faire signer ça. Je suis en train de lui dire que je travaille avec une compagnie responsable, que c'est important d'arriver chez le notaire et de ne pas être obligé d'être inquiet et de se demander si le certificat de localisation va arriver. Alors, quand je prends mon contrat de courtage, je lui fais signer tout de suite. Je me fais signer tout de suite une procuration à l'effet que lorsqu'on va avoir une promesse d'achat, je vais pouvoir, moi, prendre son certificat de localisation, que peut-être j'ai déjà, puis l'envoyer tout de suite à l'arpenteur géomètre pour qu'il procède. Parce que c'est long, parce qu'ils en ont beaucoup, puis parce que si on n'est pas à notre affaire puis qu'on laisse ça dans les mains du vendeur, on risque fort de se retrouver chez le notaire, puis il n'y en aura pas de certificat de localisation. Alors, en ayant une procuration, à ce moment-là, ça vous donne l'obligation de vous en occuper, c'est sûr, mais ça, vous y tenez énormément parce que vous allez avoir le contrôle de la situation. Mais pourquoi, Lise, tu dis que tu utiliserais la procuration au moment où tu aurais une offre d'achat? Ah oui, il y a le cas aussi où, parce que dans le Nord, c'est sûr qu'on est souvent habitué à ce que ce soit quand même relativement correct et que quand on veut demander au vendeur s'il veut le faire tout de suite, c'est pas la même procédure. Parce que là, s'il le fait faire tout de suite, oui, tu vas l'envoyer, mais là, il faut qu'il s'engage à le payer immédiatement. Ça ne sera pas payé à ce moment-là, à même le profit de la vente. Alors, c'est comme deux choses différentes, là. Ça, c'est pour quand ça va être payé plus tard. Puis ça le dit ici, là. Je donne le mandat de faire préparer un nouveau certificat pour la propriété, ceci à mes frais. Non, ça, je ne l'avais pas mentionné. C'est le vendeur qui paye ça à même le profit de la vente. Mais si on le fait faire tout de suite, mais là, il faut faire attention, parce que, ou il faut faire un autre document, parce que tu vois, je l'ai vécu cette semaine. Un courtier est allé chercher un contrat de courtage, a voulu que la dame fasse le certificat de localisation immédiatement, ne s'est pas fait signer un document comme quoi elle avait le mandat de le faire, a envoyé ça chez l'arpenteur géomètre, ils l'ont préparé, puis elle, quand il est arrivé, elle dit « Je n'ai jamais donné de mandat pour faire ça. Je t'ai pas demandé de me le faire faire pour le certificat de localisation. » Alors, il faut faire très attention. Donc, alors, tu as raison. Il faut avoir le mandat. Moi, je fais toujours signer le mandat aussi. Ouais. Mais je les convainc 9 fois sur 10 que c'est au moment où on prend le contrat qu'on fait faire le certificat. Oui, tu as raison. Parce que si tu vends à la maison dans les 2 semaines qui suivent, puis que tu attends dans 2 semaines, puis tu veux notarier 15 jours de temps, tu n'auras même pas de certificat. Oui, mais si tu leur dis aussi que si tu le fais faire tout de suite, ils le payent immédiatement. Absolument, absolument. C'est la nuance qu'il faut comprendre. Tu as raison, tout à fait. Si tu prends un contrat de courtage, puis la personne n'a pas le certificat de localisation, est-ce que tu la rentres sur MLS? Oui. C'est à la source? Oui. Puis, Les informations? Ouais, Ça va pas bien. Faut que tu trouves les informations. Non, mais éventuellement, est-ce que tu peux le mettre à saisir à la source tout de suite? Tu n'as pas le choix de le mettre à Un coup bien mal pris, il y a le compte de taxe. Là. Ouais. Puis, puis encore là, on ne peut pas se fier au compte de taxes, d'après moi. Tu finis toujours par trouver quelque chose. Là. On peut l'écrire. C'est des cas d'exception. Dans remarque MLS, on peut écrire le numéro de certificat de localisation que tu as pris sur le compte de taxe de la municipalité. Que c'est à justifier dans très peu de temps. Puis là, où il est à venir. Où il est à venir. Ben, il est à venir, mais il est à venir à très court terme là, dans ce cas-là. Dans 5 jours? Ben, non, tu ne marques pas dans 5 jours. Le temps que l'arpenteur géomètre puisse le faire. Parce que la saisie à la source, si on n'écrit rien, ça fait erreur, puis on peut pas. Ça m'est arrivé avec ma maison de lentilles, j'avais pas le numéro de certificat de localisation, puis si on n'écrit rien à notre saisie à la source, à certificat de localisation, on peut pas l'envoyer. Il faut écrire quelque chose. Ça donne un code d'erreur.
Moi, mais t'écris quoi si tu n'as pas? Ben, j'ai pris le compte de taxe, puis je suis venue écrire que j'avais pris ces renseignements-là sur le compte de taxe. OK. Mais on Vous peut avez pas pas rien ressorti. écrire à cette ligne-là, il veut pas Pour continuer. procéder. Merci. Et puis, à la limite, tu le ferais faire tout de suite, là, que tu pourrais très bien te servir de ça. Tu l'écris. On le fait immédiatement, on n'attend pas le... Parce qu'il faut que tu l'écrives, parce que le vendeur pourrait dire, mais moi, j'avais l'intention de le faire seulement quand la maison va être vendue. Puis comme Carole dit, oui, tout à fait, le plus vite possible est le mieux. Mais là où la personne la vend, sa maison. Hey, on a vendu une propriété, un courtier qui a vendu une propriété cette semaine. Je ne sais pas si ça a sorti sur le certificat. Non, ça n'a pas sorti sur le certificat de localisation. C'est comme les vérifications à la ville. Hein, c'est très important. 20 triplex à Montréal, toute une négociation, toute une transaction, arrive chez le notaire. Les documents du notaire démontrent que si ça brûle, à 75 tu ne peux plus reconstruire la même chose. Tu peux juste reconstruire une propriété résidentielle. Allez, je te dis que ça donne un grand coup, ça. Alors, l'information, c'est une erreur, puis c'est pas une erreur du courtier. Là, c'est plein de triplex, il prend pour acquis que c'est correct, va pas vérifier à la ville, puis se retrouve à ça. Il a été chanceux, les acheteurs vont acheter quand même, mais c'est ça, les vérifications, il faut les faire. C'est une grande partie de notre travail. Hein. Ça va pour ça? D'autres questions? Procuration de lecture de renseignements hypothécaires. Ils sont pas chauds à signer ça, hein? L'argument là-dedans, c'est que souvent, le propriétaire, il va dire, ben non, je l'ai, mon hypothèque, là, je vais aller sur Internet, là, puis ma pénalité, je suis capable de la calculer. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, il faut que tu expliques à ton client que quand tu prends un mandat pour un contrat de courtage, tu deviens responsable de payer tout le monde, de payer l'autre courtier s'il nous amène une offre d'achat. Alors, il faut que tu saches exactement c'est quoi les frais qui vont être demandés par la banque, les pénalités. Puis il peut peut-être y avoir bien d'autres choses. On a vu dans les dernières années des pénalités de 12 000, 15 000, 30 000. Moi, je n'ai jamais vu ça, il y a 5 ans. Là, avant ça, on ne voyait pas ça. Alors, là, c'est sûr que... Puis il n'y a pas juste... C'est pas tellement le client qui est réticent de ce que moi j'entends, c'est la banque. La banque a dit non, je ne veux pas te donner ça. Ben écoute, tu dis à ton client, regarde, voici la feuille, va à la banque, puis va leur demander, ce que ça dit ici, c'est est-ce que l'emprunt est transférable? Y a-t-il une remise en argent sous forme de promotion? Doit-elle être remboursée? Puis y a-t-il une réduction de taux sous forme de promotion et doit-elle être remboursée? Mais on sait que dans les 10 dernières années, plus maintenant autant, mais il y a peut-être 5 ans en arrière, les gens avaient des réductions de taux, il y avait des remises en argent, puis ils ne réalisaient même pas ce qui arrivait. Et là, s'ils vendent la propriété à l'intérieur de 5 ans, bien là, ils doivent tout remettre cet argent-là. Les gens ne savent pas. Ils ne réalisent pas. Ils savent, mais ils l'oublient vite. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que s'ils vendent à l'intérieur de 5 ans, que là, ils vont tous devoir rembourser ça. Et toi, il faut que tu l'aies, l'information. Alors, avec une bonne compréhension, t'expliques au client, tu dis, écoutez, monsieur le vendeur, là, autant pour vous, comme pour les gens qui vont acheter, comme pour le courtier qu'on devra payer, comme pour tout le monde, c'est important qu'on ait cette information-là, puis vous allez avoir la tête tranquille. Vous allez savoir exactement qu'est-ce que vous devez à la banque. Puis c'est quelque chose qu'on... Si ça te prend 1 an pour vendre la propriété, là, il a pu s'en passer des choses dans 1 an. C'est quelque chose qu'il faut même aller revalider. Est-ce que c'est nécessaire? Cette propriété, c'est indispensable. Oui. C'est indispensable. Parce que si tu prends une propriété à vendre, Marcel, à X nombre de dollars, puis quand tu arrives chez le notaire, il n'y a pas d'argent pour payer le courtier. J'ai refusé un contrat, moi, à cause de ce papier-là. Le client devait plus que ce qu'il demandait pour sa maison. Puis il ne pouvait pas me donner aucune garantie que je serais payé, je n'ai pas signé. Mais sans ça, là, je sais pas, là, qu'est-ce qui serait passé, là? Mais tu peux toujours vérifier l'information avec
Le registre foncier, mais tu as le foncier. le départ, mais tu sais pas où ils sont rendus. Puis ils peuvent avoir ajouté une marge de crédit hypothécaire que tu ne sais pas. Ils peuvent avoir. La marge de crédit hypothécaire, elle va être sur le registre foncier aussi. Ouais. Mais même la marge de crédit hypothécaire. Tu sais pas si elle est pleine ou si elle est vide. Non, mais au moins, ça donne une idée. En fait, quand si le gars, il vend, par exemple, 350 000, puis il y a 200 000 d'hypothèques, puis 10 000 de marge hypothécaire, ben là, en fait, c'est pas compliqué à calculer. Mais moi, il me disait que sa marge de crédit était vide. Non, mais je veux dire, non, parce que même si elle était pleine, là, en fait, là, ce que je veux dire par là, c'est que, en tout cas, moi, j'ai de la misère un petit peu avec ça. C'est risqué quand c'est borderline. Ouais. Moi, ben, c'est pas, en tout cas, moi, je n'ai pas appris ça de même école, mettons. On ne demande pas au client de faire une. En fait, dans notre contrat de courtage, on demande au client c'est quoi ton hypothèque, puis c'est that's it. Nous autres, à l'école, ils nous avaient parlé de ça. Si quand tu arrives chez le notaire, la pénalité est de 40 000 $, comme c'est arrivé à des courtiers, qu'est-ce que tu vas faire? Ça arrive-tu que des institutions financières ne veulent pas remplir ça? Ben oui, ben oui. Très peu. Non, non, attends une minute, là. C'est arrivé 2 fois, moi, là, depuis que je suis sortie. Chez Remax, ça m'est jamais arrivé. Ça dépend comment c'est présenté à l'institution financière. Puis si ça, tu le fais, pourquoi? Parce que tu veux t'en occuper, mais le client peut très bien faire ça. Tu dis au client, tu regardes là, on va avoir l'heure juste, tous les deux, là. Puis il est obligé de te donner l'information au client. Il faut que tu saches exactement combien il va rester d'argent quand tout le monde va être payé. C'est sur le coup du sens, c'est la base. Mais même le client, le propriétaire, il veut le savoir. Il veut le savoir. Parce que lui, il n'a aucune idée de ce que va représenter sa pénalité au moment où il décide de vendre. Avant, ça allait bien. Tu disais que c'était 3 mois de loyer. Ouais. Hein? En général, là, les gens disaient ah, OK, c'est 3 mois de loyer. Bon, c'est longtemps, se fier là-dessus. À l'aveuglette, pas mal. Mais maintenant, tu ne peux plus aller à l'aveuglette quand tu as des pénalités de 15, 20, 30 puis 35 000. Tu ne peux plus faire ça. Parce que là, tu n'es pas capable de payer l'autre courtier. L'autre courtier, le Marcel, il va te dire, sais-tu quoi? C'est ton problème s'il n'y a pas d'argent. Moi, tu vas me payer. Moi, je vais t'envoyer mon compte. Tu vas me payer. Pas le vendeur, toi. Et là, ça va pas bien. Là. C'est très important. Très, très. C'est une des choses les plus importantes. Est-ce que le vendeur a les moyens de vendre sa propriété au prix avant? Lui, il s'en fout, hein? Il va porter les clés à la banque. Puis on est les derniers payés. Alors, ils vont payer tout le monde, puis nous, en dernier. C'est un document très important, puis il ne faut pas le prendre à la légère. La madame, son hypothèque était avec Cité Finance, puis c'était 22 500 $, la pénalité. Imagine. Mais Cité Finance, là, elle s'était ramassée là pas pour le fun, la madame, avec eux autres, là. Mais 22 000 $ de pénalité, elle ne s'attendait vraiment pas à ça. Puis sa marge de crédit hypothécaire était pleine, puis c'est l'ex qui l'avait remplie avant de partir, puis elle ne savait pas non plus. C'est une madame âgée, là. Je pense que ça répond à la question, hein, Marcel? Non, ça répond à la question, sauf que c'est pas de même qu'on j'ai appris ça. En fait, on va s'ajuster, là. Mais moi, à l'école, ils nous ont dit, quand ça arrive une fois qu'on arrive chez le notaire, puis qu'on appelle le notaire, puis qu'on dit hey, j'ai pas eu mon chèque, puis qu'il dit ben, j'en ai pas de chèque pour toi, ça a l'air qu'après ça, on oublie plus. On le prend. Tu sais, ces documents-là qui sont arrivés, comme la procuration pour le certificat de localisation, la procuration pour ça, l'annexe de la première lettre, c'est pas des affaires que tu apprends à l'école, parce qu'à l'école, ils n'ont pas le temps de te montrer ça. Ça, c'est. Qu'est-ce qui a fait développer ça? C'est le vécu des courtiers. C'est les erreurs, c'est les arrivées chez le notaire, puis que la transaction tombe. Puis si on avait pris nos aplombs d'une façon différente, ça ne serait pas arrivé. C'est comme ça que c'est né, ces documents-là. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui s'est levé un matin et qui a dit ça me tente pas de. Ça me tente de faire une feuille, puis je n'ai pas à faire, d'abord, je vais prendre celle-là. C'est la suite de plusieurs problèmes qui a fait un propriétaire d'agence s'est assis et dit ben regarde, ça fait 8 que j'ai qui ont des problèmes, là, on va le régler, on va ajouter un document de plus. J'ai une question pour toi. Oui. Si, mettons, le client, on se rend compte qu'il ne restera pas beaucoup de change quand on va avoir vendu sa maison, puis qu'il dit c'est pas grave, moi j'ai d'autres à voir. Est-ce qu'on pourrait remplir à ce moment-là avance de commission pour je sais pas trop quoi? Non, il demande carrément, tu dis ben là, vous allez me faire un chèque. OK. Qui couvre la commission, on va le déposer dans le compte des commis de la compagnie. OK. Puis là, je vais travailler. Mais on peut le faire, ça? Oui, tu peux le faire. Okay. Ben oui, tu peux le faire. Un autre document, celui-là, vous l'avez dans votre dossier, au cas où vous prenez un condo.
Alors, ça, c'est encore un document de l'OASIC qu'on a décidé de mettre dans les documents des courtiers, parce que normalement, c'est le notaire qui va poser ces questions-là. Mais est-ce qu'on va attendre chez le notaire pour poser les questions? Parce que chez le notaire, il est trop tard. En bon québécois, le shit est de femme, puis il y a de la merde partout. On ne va pas se prendre là. Alors, c'est pas compliqué. On dit au vendeur, c'est qui l'administrateur des condos? Et on envoie à l'administrateur des condos ce questionnaire qui nous permet d'avoir des informations. Parce que les gens qui achètent des condos, il faut comprendre que c'est souvent, pas tout le temps, mais souvent des personnes qui ont eu des propriétés, qui ont acheté des condos pour ne pas avoir de problème. C'est la dernière chose qu'ils veulent. Alors, sais-tu quoi? Ils vont pas aux réunions. Ils savent pas ce qui se passe dans leur condo. Puis quand ils mettent leur condo à vendre, ils sont capables de répondre aux questions. Par contre, le président, l'administrateur, lui, il sait ce qui se passe dans le dossier, puis il a la responsabilité de répondre. Alors, les frais de condo, y a-t-il quelqu'un qui peut lire ça? Le montant des frais de condo pour l'unité citée en rubrique s'élève à la somme de tant d'argent par. Les frais de condo sont-ils entièrement payés à ce jour? Sinon, à combien se chiffrent les arriérages dus et en date de? Existe-t-il une cotisation spéciale, on devrait dire une ou des cotisations spéciales? De quel montant? Quand celle-ci est-elle due et pourquoi? À combien s'élève le montant du fonds de réserve à ce jour? Note. La clause 7.2 de toute promesse d'achat stipule qu'il n'y aura aucune répartition de tout fonds quelconque de la propriété. Existe-t-il des vices de construction connus sur les meubles, si oui, lesquels? Existe-t-il actuellement des poursuites par ou contre la propriété? Si oui, veuillez préciser. Existe-t-il un conflit quelconque avec l'unité si concernée? Si oui, lequel? Et je, sous-signé, administrateur de la copropriété citée en rubrique, déclare avoir complété le présent document et y joindre une copie de la police d'assurance bâtiment ainsi que le procès-verbal de la dernière rencontre des administrateurs et toute modification au règlement de copropriété. Alors, avec ça, vous êtes blindés. Vous ne risquez pas de vous retrouver chez le notaire qu'il y a eu des informations qui ne sont pas arrivées par le vendeur et puis que là, l'acheteur décide « j'achète plus ». Je ne le savais pas, j'achète plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Marcel? C'est quoi un conflit d'unité? Bien, entre deux unités. Il peut y avoir, je ne sais pas, moi, j'ai acheté l'unité 220, puis mes deux voisins, ils peuvent pas se voir, puis ils se battent, puis c'est pour ça que je m'en vais. Il a fallu que ça soit déclaré. Parce que les gens vivent dans la proximité, hein, avec des condos. Il peut se passer bien des choses avec des condos. Document de travail. Alors là, on a fini de signer tous les documents. On a notre filière ici. Dans notre petit truc, on avait tous nos documents signés. C'est terminé. Là, on peut dormir en paix. On est protégé. Puis il n'y a rien qui vous empêche d'en ajouter. Hein? Mais je pense qu'avec ça, vous êtes pas mal blindés. Ça, c'est tous les documents que vous devez apporter au bureau. Alors, c'est tout simplement un checking list, l'acte de vente, l'acte de prêt, l'acte de servitude, certificat de localisation, le plan, index des immeubles, le registre foncier, les comptes de taxes scolaires municipales, certificat de conformité pour le champ d'épuration des eaux, le test ou analyse d'eau, les baux, les contrats de location, contrats de mariage, compte d'énergie électrique, les factures de rénovation si décrites à la fiche descriptive. Vous savez que vous n'avez pas le droit de mettre sur une fiche descriptive des rénovations dont vous n'avez pas les factures? Vous savez ça? Vous avez appris ça à l'école? Si le monsieur l'a fait lui-même et qu'il le dit, il ne peut pas se faire une facture. Hein. Il ne peut pas se faire une facture. Tu ne peux pas le mettre dans la fiche descriptive. Les rénovations qui sont dans une fiche descriptive doivent être vérifiables et quantifiables. Alors, il faut qu'on puisse avoir un document qui dit que ça a été fait,
Puis il faut qu'on ait une facture pour dire combien ça coûte. Le gars, il a changé son toit il y a 5 ans, tu peux pas le marquer. Puis il l'a fait lui-même? Oui. À l'inspection, l'inspecteur pourra constater que le toit est relativement neuf, puis tu peux pas l'écrire. Puis tu peux pas dire avec facture, sans facture. Ça fonctionne pas non plus. Vérifiable et quantifiable. J'étais rendue où? Rénovation, c'est succession, contrat de courtage d'un condo, état financier, procès-verbaux, le document détaillant les frais de condo, copropriété indivise, la convention d'indivision, puis la renonciation aux droits de préemption des indivisaires. Mais ça, vous vous informez aussi dans vos bureaux, hein, respectifs, là, c'est... Non, il y a des déclarations de propriété aussi. Lise, Oui. j'aimerais ça que tu reviennes sur la feuille. Oui. Là où c'est, parce que tu as passé un petit peu vite dessus, où c'est écrit « si succession, testament ou déclaration de transmission ». Oui. Je pense que certains d'entre les courtiers qui n'ont pas beaucoup d'expérience pourraient peut-être accepter de signer un contrat de courtage, même si ce document-là, le document de déclaration de transmission, n'est pas encore disponible. Mais il ne faut pas prendre le contrat de courtage si vous n'avez pas la déclaration de transmission entre les mains. Même si la personne qui est l'exécuteur testamentaire vous dit « je suis l'exécuteur testamentaire », oui, ça s'en vient. Sous aucune considération, on peut signer un contrat de courtage sans la déclaration de transmission entre les mains. Ça, vous l'avez appris à l'école? Oui. OK. Parce qu'à l'école, ils ont tellement appris ces parties-là. Ça, c'est l'avantage que vous avez eu dans votre formation, la nouvelle formation. C'est que c'est très pointu au niveau du contrat de courtage et de la promesse d'achat. Mais effectivement, Carole a tout à fait raison. Le contrat de courtage, il manque quand même 2 documents. Il manque les déclarations de copropriété et normalement aussi les règlements du condo, qui Ouais. normalement devraient être avec... Tu as raison, il devrait être là. C'est pour ça que je vous disais, vérifiez dans vos bureaux respectifs. Ça vient du bureau Saturne, mais je pense que maintenant, ils se sont retournés vers les documents de l'OASIC. Ils prennent carrément la feuille de l'OASIC, puis ils vous la donnent. Ah, je pense que c'est ça qu'on t'a donné au bureau chez nous. Non? De toute manière, là, on a la GED qui s'en vient. Là. Alors là, vous allez l'avoir, vous allez même avoir ce que vous n'avez jamais eu, des petites lettres pour vous dire qu'il manque des documents. Chez nous, on a commencé, là. Ça irrite souvent les courtiers. Mais faites, s'il vous plaît, faites partie de ceux qui sont contents qu'on vous envoie des mémos pour vous dire qu'il manque des documents dans votre dossier. Faites partie de ceux qui sont contents parce que c'est un cadeau. L'entreprise dépense de l'argent pour faire ça. Elle, à la limite, elle pourrait toujours rien faire. Mais c'est pas vraiment, c'est plus vraiment vrai. Faut que vous soyez avisés, mais soyez contents de les voir arriver. Moi, mes petites feuilles étaient roses, j'appelais ça des anges. Je les avais mis roses pour pas que ça irrite trop les courtiers, parce que je savais ce que ça me faisait quand je les recevais. Mais c'est pour vous protéger. Demande de photos. Alors, le formulaire, il y a 2 choses qu'il faut qu'il soit faites, subito, presto. J'arrive à 11h, j'ai épuisé, j'ai eu mon contrat de courtage, sorti de la propriété, j'ai fait « yes », parce que c'est là qu'on le fait. Et j'arrive à la maison, puis là, il y a 2 choses qui sont bien importantes. Il faut que les photos se prennent au plus vite. Alors, si c'est pas vous qui prenez les photos, il faut que le fax, pour faire placer la commande des photos, il faut qu'il parte, parce que les compagnies qui prennent les photos, ils ont beaucoup de clients, il faut qu'ils rentrent ça dans leur commande, puis le client, il attend. Il a hâte, là, maintenant. Vous avez eu de la difficulté à le faire signer, mais là, il est content, puis il veut que vous veniez prendre les photos. Et si c'est pas vous qui plantez vos pancartes, mais la personne qui plante les pancartes, il faut qu'elle reçoive son fax pour placer la commande des pancartes. Je ne sais pas si vous plantez tous vos pancartes. Oui. Il y a du monde qui plante des pancartes. Oh, il y a du monde qui plante des pancartes. C'est réservé à un club sélect, n'est-ce pas? Bien, appelle-moi. J'ai justement un monsieur là, qui est supposé me donner son nom là, qui fait ça. Il veut planter des pancartes. C'est-à-dire que souvent, ce sont les maris à la retraite de courtiers immobiliers qui se partent une petite business puis qui... Le plantage de pancartes. Puis oui, Mais c'est payant. quand ça a commencé à Montréal, il y a 20 ans, ça a commencé tout petit. Puis ceux qui se servaient d'un planteur, c'est ceux qui avaient le plus d'inscriptions. Puis c'était génial parce que là, tu n'as plus de pancarte à traîner dans ton auto, plus de poteaux. En hiver, là, quand il faut que tu masses, là, puis tout est gelé, là,
Là, tu fais juste envoyer un fax. Moi, j'ai envoyé un fax à l'épée. J'y écrivais, voici mon adresse, tu me plantes telle affaire, telle affaire, telle affaire. Le lendemain, c'est fait. Tu veux qu'ils mettent un vendu. Si la pancarte est tombée, tu le rappelles, il va la redresser. À Montréal, ça a pris une ampleur extraordinaire. À Laval, Mais Laval. ici, je ne sais pas. À Laval, oui. Ici, ça commence. Parce que, tu sais, des fois, tu as des ajouts. Si tu as besoin d'un ajout, ils se prêtent les ajouts entre courtiers, puis c'est dans les garages qui font ça, puis ils installent ça comme des stalles de chevaux. Alors, tu as Lise le chasseur, tu as Carole, tu as Julie, tu as Marcel. Là, toutes les pancartes sont là-dedans. Puis, s'ils sont mal pris, il manque un poteau, bon, ils vont les piger, mais c'est eux qui gèrent tout ça. Généralement, ils L'hiver. n'utilisent pas les poteaux de plastique non plus. Ils ont leur propre poteau blanc en bois. Fait que quand tu es obligé de te racheter des pancartes, tu n'es même pas obligé de te racheter des poteaux parce que c'est planté avec le Ça, poteau. je veux pas ça à Laval. Ah non, ben disons à Montréal, c'était Puis après ça, mais l'hiver, les bancs de neige montent. Alors, ils se promènent, ils font leur tournée, On est replacent les pancartes. Ça vaut la peine. Oh. Moi, j'ai toujours dit que pas faire planter ces pancartes, c'était des économies de bout de chandelle. Parce que Si tu calcules le temps que tu vas prendre pour mettre le stock dans ton auto, que tu vas te rendre jusqu'à la propriété, la demi-heure que tu vas perdre à essayer de la planter, ta maudite pancarte, à mettre les vis après, puis après ça, t'en retourner chez vous, tout ça, ça te fait 2 heures et demie. Là. Si tu calcules ton temps à 50-60$ le calcul, il n'est pas long à faire. il est très rapide à faire. Ouais. Puis en plus, c'est que vous abîmez beaucoup vos voitures avec les pancartes. Tu les démontes pas. Là, tu envoies le poteau dans ton banc d'en avant quand tu as un petit flip. Là. Quand tu ne l'as pas, il faut tout que tu la démontes. Puis eux, les entretiennent aussi, sont toujours propres. Alors, ça vaut la peine. Alors ça, c'est le fax tout prêt à envoyer pour faire planter la pancarte. Il y en a qui les laissent aux clients. J'ai entendu ça dernièrement. Ils laissent le soin aux clients de planter la pancarte. C'est une façon de voir. Le courtier, bon, à quoi s'attendre lors d'une visite? Ça, c'est un peu à la fin du contrat de courtage. Expliquez à votre client qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir des visites. Parce que c'est pas évident. Le client, c'est pas ça automatique. Des fois, ils ont vendu 2 maisons toutes seules. Des fois, c'est la première maison. Ils sont pas habitués. Alors, c'est pas compliqué d'expliquer. Puis ça démontre du professionnalisme. Alors là, je vais le faire lire par quelqu'un. Qui est-ce qui est mon prochain lecteur? Jean, lis-moi ça. Il y a quelqu'un qui a commencé. Je ne m'appelle pas de Julie, OK. À quoi s'attendre lors des visites? Le courtier collaborateur doit prendre les rendez-vous avec le courtier inscripteur au moins 24 heures à l'avance. Le courtier inscripteur prendra alors le rendez-vous avec le vendeur pour s'assurer de sa disponibilité et confirmera le rendez-vous lui-même. Lorsque le courtier collaborateur arrive avec ses clients, il doit nécessairement présenter sa carte d'affaires, laquelle vous garderez précieusement. Il vous est recommandé de laisser le courtier circuler librement dans votre maison afin que les acheteurs puissent se sentir à l'aise de poser des questions ou de passer des commentaires. En général, les rendez-vous sont le plus souvent le soir et les fins de semaine avec un délai de 1 ou 2 heures selon les régions. qui a dit au monde? Ouais. Ben, des fois 1 heure. Le délai, je vais être là entre 3 heures et 4 heures. Ah, je pensais que ça voulait dire que Non, l'agent non. allait appeler 1 ou 2 heures avant de... Non, non, De- non. ok. C'est pour faire prendre conscience aux vendeurs qu'ils vont se faire demander de rester à la maison pendant 1 heure ou 2 heures. Dépendant de nos clients, on va réajuster. On a des personnes qui sont très occupées. Exceptionnellement, on peut parfois dire au courtier qui veut visiter, ben écoute, est-ce que tu pourrais être là entre 1 heure et 1 heure et demie? On s'ajuste, mais c'est d'informer le vendeur comment est-ce que ça se passe. Vous allez voir, les vendeurs, ils vont l'apprécier, ils vont être moins surpris. Il y en a qui s'attendent à ce que vous soyez là. Dans les Laurentides, je sais qu'on vit ça beaucoup, mais Montréal, les Rives-Nord, les courtiers ne vont pas ouvrir la porte. Bien, ouvrir la porte, oui, mais pas assister à une visite quand c'est une autre bannière qui visite. On ne voit pas ça. Mais dans le Nord, là, je ne sais pas toi, Nathalie, mais les gens s'attendent à ce qu'on soit là. Oui, effectivement. Vraiment, là. Oui, Puis ils tiennent, là. oui. Quitte à Particulier. pas avoir de visite, là. Oui, c'est ce que j'ai entendu.
Alors, Mais c'est pourquoi? beaucoup de services. C'est une mode. Je sais pas. Ça Parce s'est que développé. si le client arrive avec son agent, toi, dans le fond, tu es là puis tu n'as rien à dire. Moi, j'ai même une madame qui me dit, je les connais pas. Moi, ça fait 1h15 je suis là, elle me connaît, mais eux autres, elle les connaît pas. Puis cinquantaine d'années, là, pas 85 ans, là. Elle dit, je les connais pas, moi, ces gens-là. Très particulier. C'est une heure Peut-être qu'il est le là. fait de la campagne, les maisons sont isolées les unes des autres, il fait noir tôt. Mais j'entends ça depuis que je suis arrivée ici. Puis à chaque fois que j'arrive là, tout le monde me là, maintenant, je suis habituée. Le nord, c'est pas pareil. Alors, c'est ça pour ça. Oups, il avait oublié, là. Ah oui, mais meilleure en plus. Attendez, je vais aller la chercher. Si le courtier collaborateur avait un comportement inadéquat lors de la visite, veuillez aviser votre courtier inspecteur immédiatement. On s'entend-tu qu'on ne contrôle pas les caractères et les comportements et la personnalité de tout le monde qui va visiter les propriétés? Alors, dites à votre client, écoutez, si ça ne se passe pas bien, appelez-moi, dites-le moi, puis je vais aviser. Entre vous et moi, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Parce que, qu'est-ce que tu veux faire? Mais au moins, le client va avoir la satisfaction de te le dire. Puis toi, mais la prochaine fois, si cette même personne-là demande une visite sur une de tes propriétés, ben, tu pourras dire, hey, écoute, fais attention parce que la dernière fois, j'ai eu une plainte sur toi. OK? Où y Ça aller, peut. si on sait que... Où y aller? Où y aller, tu sais. Je veux dire qu'à Montréal puis Laval, c'est rare qu'on y va. Parce qu'à la vitesse que ça va, là, pouf. Et le dernier petit cadeau, le plan d'action. Alors, vous êtes sorti de chez le client, tout content, heureux. Vous êtes tellement content là, que vous ne savez même plus dans l'ordre qu'est-ce que vous êtes supposé faire. Je vais-tu planter en pancarte tout de suite? Je vais te dire, qu'est-ce que je fais? Puis là, on te rentre de partout. Alors, tiens, une liste de things to do qui commence par le début. Alors, vous faites votre checking list. Entrez les données dans le prospect de votre contact. C'est très important. Il est devenu votre client. Vous avez signé le contrat de courtage. Télécopier la prise de photo pour la prise de photo. Télécopie pour l'installation de la pancarte. Faire la saisie à la source. Mais c'est ça qu'il faut faire en premier. Pas traîner. Idéalement, le lendemain matin, 5 heures. Vous êtes sur l'ordinateur, puis vous tapez. La vie va vite, hein? Puis là, je vais le faire tantôt. Puis là, le téléphone sonne. Puis là, je vais faire visiter 2 jours, 3 jours. Vous avez 5 jours pour le rentrer. Et normalement, selon l'OASIC, c'est sans délai. Intégrer la DV à la saisie à la source, intégrer le certificat de localisation, ça vous sauve plein de questionnements pour rien, ça vous sauve plein de temps. Télécopier le contrat de courtage à la Chambre immobilière des Laurentides ou à la CIGM avec le numéro MLS dessus. Remettre au bureau l'original du contrat de courtage et tous les documents pertinents. Télécopier la demande de renseignement hypothécaire à l'institut financier. Envoyer le questionnaire à l'administrateur du condo. Envoyer une lettre de remerciement. Alors, bien sûr, on a pris un contrat de courtage. On s'est pondu une belle lettre de remerciement pour remercier les clients de leur confiance. On prépare 3 publicités. Vous venez de visiter la propriété. Alors, c'est le meilleur temps pour vous faire 3 petites publicités différentes pour les journaux, pour différents endroits où vous faites de la publicité. Organisez votre première visite libre. Commandez le certificat de localisation s'il y a lieu, envoyez le rapport d'activité et le plan d'action pour la nouvelle inscription. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça fait là, le plan d'action pour la nouvelle inscription. C'est ton plan d'action que toi, tu te fais. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour cette propriété-là? Tu fais ça sur une autre fiche, mais ça fait partie de tes things to do.